Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Bernard Guetta sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer les droits de l'homme sur le vieux continent. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons du Conseil européen. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur les droits des consommateurs. Les expressions populaires, être très connu, les Français disent être connu comme le loup blanc. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Depuis juin 2019, la Maison de l'Europe des Yvelines organise des stages ou formations à l'étranger destinés aux professionnels d'Île-de-France qui accompagnent des adultes à des fins d'insertion sociale et professionnelle. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christine Colville, coordinatrice administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines, et Solène Rusquet, conseillère en insertion sociale et professionnelle à la Maison locale de Saint-Quentin en Yvelines et des environs. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors, Christine Colville, le projet s'appelle Jeux de compétences. Il s'adresse au personnel travaillant dans les missions locales ainsi qu'aux psychologues, formateurs et gestionnaires de programmes dans le secteur de l'éducation des adultes. Il propose un parcours de formation comportant des stages ou formations à l'étranger. Quels sont les objectifs de ce stage ? Donc le projet Jeux de compétences, effectivement, est organisé par un consortium qui rassemble les missions locales, elles sont 6 en Île-de-France, et 2 associations, Maison de l'Europe des Yvelines et MAP Réussite Saint-Germanoise. Ce projet vise à proposer des parcours de formation qui sont soit des stages d'observation en Allemagne chez nos partenaires, soit des cours structurés dans différents pays d'Europe, ou encore un module d'enseignement qui, lui, est organisé par MAP Réussite au Centre français de Berlin en Allemagne. Les candidats qui s'inscrivent sur le projet Jeux de compétences ont une première étape de contact avec la Maison de l'Europe et la dernière étape, c'est le débriefing, toujours dans nos locaux à la Maison de l'Europe, en étant passé par une mobilité en Europe. C'est donc un parcours sur une durée longue qui permet d'impacter durablement les candidats et également les structures, les missions locales ou les associations pour lesquelles ils travaillent. Et donc le projet vise à renforcer les savoir-faire comportementaux et à agir sur les savoir-être et savoir-faire des candidats dans leur travail au quotidien, mais également dans leur attitude personnelle afin de développer des compétences personnelles. Et comment le projet a-t-il pu être mis en place ? Le projet est mis en œuvre par le consortium et surtout soutenu financièrement par l'agence Erasmus+ de la Commission européenne qui apporte les financements pour payer les déplacements et les hébergements globalement, mais également par l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour ce qui est des mobilités en Allemagne. Alors, 3 types de formations sont proposés, des stages d'observation, des cours ou encore des modules d'enseignement. Solène, pourquoi vouloir partir à l'étranger dans le cadre d'une formation ? Alors je dirais que ce qui m'a d'abord motivée, c'était justement de partir dans un cadre professionnel, parce que ça venait enrichir ma personne en tant que professionnelle. Je pouvais aussi donc faire un focus sur ma propre activité et pour la nourrir et la faire évoluer. Ce dispositif me permettait de prendre du temps pour me concentrer sur mon projet, mes intérêts professionnels. Et lorsque vous vous êtes inscrite pour partir à l'étranger, quels étaient vos objectifs ? L'idée de départ pour moi, c'était de rompre avec un quotidien professionnel trop bien connu, puisque j'exerce la même fonction depuis 15 ans. Mais donc aussi de rechercher de la nouveauté, de la découverte et du partage dans ma vie professionnelle. Et cette ouverture sur l'Europe me permettait cela. Et puis un autre de mes objectifs, c'était d'évaluer mon niveau en anglais pour pouvoir voir avec mes homologues européens comment je pouvais me débrouiller. Et justement, Christine, en quelques mots, quel est le parcours des candidats de l'inscription jusqu'à la fin de leur stage de formation ? Alors le premier contact avec le candidat, c'est un dossier administratif, mais on en vient tout de suite à une journée de préparatoire de formation dans nos locaux à la Maison de l'Europe des Yvelines, qui permet à la coordinatrice du projet de mieux prendre en compte le candidat
à part entière, en posant également les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer la montée en compétences. À cette journée de formation, nous expliquons également la mise en place de la plateforme numérique sur laquelle le candidat est invité à rédiger des articles au regard de certaines compétences à activer avant la mobilité et pendant la mobilité. Ces articles vont lui permettre d'obtenir des points qui ensuite seront transférés en Open Badge, c'est-à-dire une reconnaissance numérique qui comporte des métadonnées et qui permettent de retracer le parcours du candidat et donc l'obtention et le renforcement de certaines de ses compétences. Le candidat qui revient de mobilité aura la possibilité aussi de venir en débriefing à la Maison de l'Europe afin justement d'évaluer la montée en compétences avec les fameux indicateurs du départ. Alors dans le cadre de cette formation, Solène, vous êtes partie en Sicile. Vous avez suivi le cours Intelligence émotionnelle, identifier, maîtriser et gérer les émotions. Quels sont les objectifs de ce cours ? Il s'agit de comprendre l'impact de nos émotions et de nos pensées dans nos interactions quotidiennes. Et ce concept met l'accent sur les compétences d'apprentissage social et émotionnel. Moi, j'accompagne les personnes plus ou moins fragilisées dans diverses démarches. Ainsi, il s'agit de gérer ses propres émotions, de comprendre aussi et de reconnaître les émotions des autres et donc de proposer un accompagnement adapté. Et quels sont les effets bénéfiques de ce cours dans votre domaine professionnel ? Alors moi, personnellement, cette formation m'a permis de mettre en forme des savoir-faire que je pratiquais déjà intuitivement. Et puis, par le biais du groupe et des échanges culturels, on a pu réaliser des études de situation, prendre du recul et trouver des solutions un peu plus créatrices ou innovantes. Alors avant de partir, vous aviez des attentes vis-à-vis de ce cours. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vos attentes ont été remplies ? Oui, alors je peux dire qu'elles ont été complètement remplies. Donc, d'une part, dans le fait de prendre confiance sur mes pratiques professionnelles, aussi sur mon niveau en anglais. Et puis, ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'au-delà d'une formation, il s'agit d'abord d'une expérience et qui, au bout du compte, apporte toujours dans une vie en général. Et Christine, quelles sont les autres thématiques des cours structurés ? Alors, on vise à aider les conseillers en mission locale et toutes les personnes qui s'inscrivent dans le projet à justement mieux accompagner les publics vulnérables. C'est un petit peu ce dont Solène parlait à l'instant, mais également de permettre un nouveau style de management et de leadership inclusif, de manière à retravailler sur les postures. Également, prévention des situations à risque, gestion des conflits et encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont un peu le cœur des formations proposées. Alors le projet est mené jusqu'au mois de mai 2021. Combien de personnes ont pu bénéficier de ces stages ou formations à l'étranger ? Nous avons 16 bourses qui nous ont été octroyées par la Commission européenne, donc potentiellement 16 candidats. Nous espérons mener à bien les 16 mobilités dans la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, donc de faire en sorte de pouvoir reporter jusqu'à la date limite du projet mai 2021. Et surtout, au-delà, nous sommes en train de travailler sur une demande d'accréditation auprès de l'agence Erasmus+, de trouver d'autres membres de consortium potentiels pour renforcer cette thématique de la formation tout au long de la vie et de permettre, comme des candidats comme Solène, à pouvoir partir et réaliser une expérience qui vraiment les enrichisse à titre personnel et professionnel, qu'ils puissent réintégrer et réimporter des notions nouvelles dans leur travail au quotidien. Alors justement, le projet va être renouvelé après 2021 ? Donc, on espère bien pouvoir redéposer des demandes de financement dans ce cadre de l'éducation des adultes, mais ça passe aujourd'hui par une accréditation sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. Et en quelques mots, est-ce que vous avez d'autres projets à venir ? Alors actuellement, je peux en citer un. Notre partenaire allemand vient d'être validé, donc a obtenu une réponse positive pour un projet qui touche au réchauffement climatique et aux efforts citoyens dans les zones rurales
face à ce réchauffement. C'est un projet qui est porté par 6 pays différents et qui va s'étendre sur 30 mois. Et pour lequel, dès le mois de septembre, là, ce mois-ci, nous allons avoir un rendez-vous Skype avec nos partenaires pour définir l'agenda du projet sur ces 30 mois. Encore un gros projet que vous êtes fiers aussi de mettre en place? Tout à fait, parce que ça touche aussi un autre public dans les zones rurales. C'est en relation avec le Green Deal, le pacte vert, et c'est une thématique qu'il faut défendre. Et on espère que ça fonctionnera. Merci beaucoup Christine Colville et Solène Rusquet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que le projet s'appelle Jeux de compétences. Il est destiné aux professionnels d'Île-de-France qui accompagnent des adultes à des fins d'insertion sociale et professionnelle. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse au Conseil de l'Europe avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi? Olivier Genoix, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi le Conseil de l'Europe ? Le Conseil de l'Europe, à la différence de l'Union européenne, est une institution internationale qui regroupe actuellement 47 pays membres et qui a pour vocation de défendre les droits de l'homme. En fait, c'est une institution qui a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale et à ce moment-là, notamment suite à la charte de San Francisco ayant instauré l'ONU, il a été décidé de mettre en place au niveau européen une institution qui allait promouvoir et protéger les droits de l'homme afin d'éviter le retour de la dictature et du totalitarisme et aussi afin d'éviter les drames humains qu'on a connus pendant cette guerre-là. Et donc, c'est ce Conseil de l'Europe qui est sorti en 1949 du traité de Londres. À la base, ils étaient 10, actuellement on est 47, et ce Conseil de l'Europe est surtout connu pour un instrument juridique qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme et sa Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, tout simplement, le Conseil de l'Europe et via la Cour européenne des droits de l'homme vont avoir pour objectif donc de garantir et de sanctionner, donc de garantir les droits de l'homme et de sanctionner les atteintes aux droits de l'homme qui auraient été commises par des États envers leurs citoyens. Si on rentre un peu plus dans l'organisation du Conseil de l'Europe, au niveau du Conseil de l'Europe, ça fonctionne un peu comme... Il y a certains points communs en fait avec l'Union européenne et les États membres, dans le sens qu'on a un peu un comité des ministres. Donc on a un comité des ministres au niveau du Conseil de l'Europe où en fait on va y retrouver l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de tous les pays membres du Conseil de l'Europe. C'est la principale instance de décision. On y retrouve en fait aussi une assemblée parlementaire qui va avoir pour vocation de voter une partie des textes et de lancer des débats, par exemple pour savoir si un État ou pas a commis une violation en fonction de la situation. Tous les travaux au sein du Conseil de l'Europe sont orientés par un secrétaire général qui va être un peu en fait la personne qui va avoir pour objectif de coordonner les débats au sein de cette institution et d'essayer en fait de faire en sorte que des États plus ou moins récalcitrants ou des États qui ont du mal avec la protection des droits de l'homme. Donc en fait, il va essayer de faire en sorte que ces États respectent ces droits de l'homme de manière politique, sans forcément les amener en justice devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'eurodéputé Bernard Guetta est l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer les droits de l'homme sur le vieux continent. Zone Europe, l'invité politique. Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe, vice-président de la sous-commission des droits de l'homme. Alors tout d'abord, en Pologne, plusieurs villes ont mis en place des zones sans LGBT, initiative critiquée par Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que les zones sans LGBT n'ont pas leur place dans l'UE. C'est, j'imagine, un sentiment que vous partagez également, mais comment est-ce qu'on peut réagir face à la Pologne ? Première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une zone LGBT-free, comme il dit ? Parce qu'ils vont aller vérifier chaque personne, homme ou femme, gay ou lesbienne. Non, écoutez, ça n'a absolument aucun sens. C'est évidemment une déclaration, c'est une posture politique. Nous n'admettons pas cela, mais ça ne veut rien dire de plus.
Ça ne veut rien dire de plus parce que, heureusement, dans la Pologne d'aujourd'hui, on ne pend pas les homosexuels comme dans la Grande-Bretagne d'il y a, rappelons-le, quelques décennies seulement, ou comme dans l'Iran d'aujourd'hui ou dans bien d'autres pays. Non, c'est une posture politique qui est à dénoncer. Comment est-ce qu'on la dénonce ? Eh bien, écoutez, on la dénonce comme toutes les violations des droits de l'homme, particulièrement dans un pays membre de l'Union européenne. Mais quand on a dit ça, on a dit toute la difficulté de la chose. Parce que pour l'instant, pour sanctionner de quelque manière que ce soit un pays membre de l'Union européenne, ben écoutez, il faut l'unanimité. Et évidemment que le pays visé ne va jamais voter contre lui-même. Autrement dit, vous m'avez compris, pour l'instant, on ne peut rien faire. Et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années déjà, où les régimes polonais et hongrois violent un certain nombre de dispositions légales relevant tout simplement du respect de l'état de droit. Alors les choses peuvent évoluer maintenant, puisqu'il y a l'idée de conditionner l'octroi des fonds du plan de relance à un strict respect de l'état de droit et notamment de la lutte contre la corruption. Parce que, évidemment, ça pose un problème non seulement politique et moral, mais aussi financier à l'Union européenne. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. La bataille est très difficile à mener. Alors, on ne peut rien faire, mais pourtant, il y a une procédure qui a été déclenchée par la Commission européenne en décembre 2017 pour risque de violation grave des valeurs de l'Union européenne. Où est-ce que ça en est, cette procédure, et est-ce qu'elle peut aboutir sur quelque chose ? Non, pour l'instant, elle n'a pas beaucoup fait progresser les choses, mais simplement elle pose un problème politique aux régimes qui sont concernés, parce que c'était quand même pas très agréable pour eux d'être montrés du doigt et accusés de violer l'état de droit, ou plus précisément en Pologne par exemple de violer l'indépendance de la justice. Alors ils s'en défendent bien sûr, ils disent que pas du tout, au contraire ils sont les meilleurs démocrates du monde et les plus respectueux, etc. Mais au dernier Conseil européen, je veux dire le plus important, celui de juin, où a été adopté le plan de relance, les 750 milliards, eh bien tout le monde a été d'accord, y compris les régimes polonais et hongrois, sur le fait qu'on passait à un régime de conditionnalité pour l'octroi des fonds du plan de relance. Mais maintenant, on est au pied du mur. Il faut véritablement concrétiser cela. Et quand il s'agit de concrétiser, évidemment, on se heurte à beaucoup de réticences, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de surenchère en même temps du Parlement, dont je fais partie, qui veut plus et immédiatement. Alors, entre le Parlement qui veut plus et immédiatement, les régimes polonais et hongrois qui veulent rien du tout, les autres pays, les autres capitales qui essayent de trouver le compromis nécessaire, la Commission d'eux-mêmes qui essaie, etc., ce n'est pas simple et quelques semaines pour trouver la solution. Alors, avant d'être élu au Parlement européen, vous avez notamment été journaliste, notamment correspondant pour le journal Le Monde à Vienne dans les années 80. Vous avez donc suivi d'un peu plus près l'actualité en Pologne à cette époque, et notamment le combat de Lech Wałęsa contre le communisme et en faveur des libertés. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la Pologne se soit autant égarée au niveau des libertés ? Écoutez, la Pologne ne s'est pas égarée. Une partie de la Pologne, qui est pour l'instant majoritaire, mais qui ne le sera pas éternellement. À la dernière élection présidentielle, l'opposition, il s'en est fallu d'un point, virgule 2, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, enfin vraiment d'un écart extraordinairement minime pour que la Pologne, la minorité, l'opposition ne l'emporte pas. Donc il ne faut jamais oublier, quand on parle des violations de l'état de droit par les régimes polonais et hongrois, que c'est une partie de ces pays et que l'autre est à la fois extraordinairement démocrate, pro-européenne et tout à fait opposée
à ces violations des droits de l'homme et de l'état de droit. Alors, autre pays que vous venez de citer, la Pologne, elle est souvent montrée du doigt en matière de discrimination, de racisme, d'atteinte aux libertés. C'est la Hongrie avec donc, son Premier ministre Viktor Orban. Là encore, comment l'Union européenne peut agir pour lutter contre les discriminations? Mais c'est exactement le même problème. C'est exactement le même problème. Il y a pour ce régime des sanctions la nécessité pour l'instant de l'unanimité. Il faut changer ça. Il faut évidemment le changer, de même qu'il faut changer, et ça n'est pas plus facile, la règle de l'unanimité en matière fiscale ou en matière diplomatique. En matière diplomatique, par exemple, pour imposer des sanctions au régime bélarusse, à M. Loukachenko, eh bien oui, il fallait l'unanimité. Et un pays, Chypre, s'est servi de cette nécessité de l'unanimité pour dire « Ah, attention, si nous n'imposons pas, nous, l'Union européenne, des sanctions contre la Turquie, eh bien, je bloque les sanctions contre le régime bélarusse. » Ça a duré presque 8 jours. Ben, voilà. Et pour ce qui est du régime fiscal, alors là, c'est encore plus flagrant, parce qu'il y a des pays membres de l'Union européenne qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on harmonise les dispositions fiscales, soit parce qu'ils ont fait de leur pays des presque paradis fiscaux, en tout cas des endroits où il est très confortable d'installer le siège social de son entreprise parce qu'on y paye beaucoup moins d'impôts qu'ailleurs, et bien évidemment ces pays ne sont pas du tout favorables à la disparition de la règle de l'unanimité en matière fiscale. Autre sujet, le classement mondial de la liberté de la presse, qui a été fait par Reporters sans frontières. La Hongrie se trouve 89e, la Pologne 62e, la France 34e, tandis que la Norvège, la Finlande, le Danemark occupent les 3 premières places du classement. Est-ce que vous redoublez de vigilance en ce qui concerne la liberté de la presse dans l'Union européenne ? Écoutez, oui, c'est un sujet de préoccupation vraiment majeur et permanent. Mais vous savez, le ranking, comme on dit, je déteste le mot, mais enfin bon, je l'emploie volontairement pour marquer une distance. Le ranking, comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que véritablement, en France, la liberté de la presse est menacée? Je n'en suis pas convaincu. Franchement, je n'en suis pas convaincu. Est-ce que la liberté de la presse serait tellement mieux garantie en Finlande ou au Danemark, 2 des pays que vous citiez, qu'elle ne l'est en France? Pardonnez-moi, mais je n'en suis pas convaincu non plus. Oui, on peut prendre tel ou tel critère, etc. Bien sûr que oui. Écoutez, j'ai été journaliste 50 ans de ma vie, je l'ai été en France, je continue à l'être puisque j'écris régulièrement dans des journaux européens, pas seulement français, mais enfin aussi français. Non, je n'ai pas le sentiment que la liberté de la presse soit fondamentalement menacée. La crise sanitaire a d'ailleurs parfois été utilisée comme prétexte pour des atteintes à la liberté de la presse. Dans certains pays, la version officielle ne doit pas être remise en cause, par exemple, ou des lois contre les fausses informations. Dans certains pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Oui. Donc, il y a certains des fois des abus, par exemple en Hongrie ou aussi en Russie. Alors, la Russie n'est pas membre de l'Union européenne, comme nous le savons. La Hongrie l'est. Et effectivement, le régime hongrois, on en parlait, est l'un des 2 régimes qui bafouent non seulement la liberté de la presse, mais bien d'autres libertés. Et puis la pandémie a aussi exacerbé les tensions et les discriminations envers certaines communautés. Par exemple, notamment contre la communauté des Roms. D'après un rapport qui a été publié par le Centre européen pour le droit des Roms, comment est-ce qu'on peut expliquer que la crise sanitaire a eu un impact négatif sur certaines communautés? Mais parce que toute pandémie, à toute époque de l'histoire de l'humanité, frappe avec une dureté beaucoup plus grande tous les milieux défavorisés. Qu'il le soit socialement ou ethniquement, qu'il soit en but à la misère ou au racisme, ou aux deux, parce que cela va souvent de pair. Ce n'est pas, hélas, une nouveauté, c'est une constante. Mais précisément, c'est là qu'est le scandale. C'est là qu'est le scandale parce que nous n'avons toujours pas changé cela
alors que cela existait déjà du temps de la première peste au 7e siècle et du temps de la deuxième ou de la troisième, je ne sais plus, au 14e puis au 15e siècle. Eh bien, les choses n'ont pas changé depuis, de ce point de vue. Sur la Russie, maintenant, j'aimerais qu'on s'y attarde quelques instants. Vladimir Poutine est un allié de poids pour le président de la Biélorussie, Loukachenko, un pays qui est en crise actuellement. Il y a eu une tentative d'assassinat de l'opposant Alexei Navalny, et puis aussi le conflit en Ukraine. La situation, elle est déjà préoccupante dans la région sur le plan de la liberté. Est-ce que vous pensez qu'elle peut encore se dégrader? Et de quelle manière Vladimir Poutine souffle-t-il le chaud et le froid sur ces questions? Écoutez, il ne souffle pas le chaud et le froid, il souffle le froid de manière permanente. La situation des libertés peut-elle se dégrader dans cette partie du continent? Oui, bien sûr, parce que ça peut toujours être pire. Mais écoutez, elle est déjà très très dégradée. Elle n'est même pas dégradée, elle est franchement catastrophique. C'est tout. Il n'y a pas de liberté de la presse en Russie, évidemment pas. Ou alors... vous savez, c'est faux semblant. Il y a une radio à Moscou qui s'appelle l'Écho de Moscou, Echo Moskvi, qui bénéficie d'une certaine liberté de ton. Oui, parce que c'est dans la capitale et c'est une vitrine. Mais cela étant, cette liberté de ton, elle est réelle. Mais c'est une vitrine en même temps. À part Echo Moskvi, je me demande où est la liberté de la presse en Russie. Est-ce qu'on peut dire qu'on a encore affaire à des démocraties au regard de tout ce qu'on peut voir, des prisonniers politiques? C'est ce qu'on appelle d'un néologisme que j'aime bien, des démocratures. C'est-à-dire que oui, il y a des échéances électorales, la date des échéances électorales est respectée, mais la presse étant aux mains du pouvoir, et particulièrement évidemment les télévisions, la campagne est complètement faussée, les opposants n'ont pas droit à des temps de parole ou alors à 4 heures du matin sur des chaînes inconnues. Est-ce que ce sont réellement des élections libres? La réponse est catégoriquement non. Ce ne sont pas des élections. Et face à des pays qui bafouent régulièrement certains droits de l'homme, comme la Russie, la Chine, comment l'Union européenne peut-elle agir pour faire pression sur ces pays-là? Écoutez, on va répondre par élimination. Est-ce que l'Union européenne peut aller envahir la Chine ou la Russie? Non, en tout cas ce ne serait pas souhaitable, je ne le conseillerais pas. Est-ce qu'elle peut téléphoner à M. Xi Jinping et M. Poutine en disant « Ah là, ça suffit maintenant, hein. Alors, maintenant on va respecter la liberté de la presse ». Bon, vous me comprenez? Oui. Non, ça ne marchera pas non plus. Alors il y a deux choses à faire. Il y a premièrement les pressions politiques et les pressions économiques, c'est important. Mais il y a surtout, l'exemplarité de l'Union européenne. Il faut être exemplaire. Il faut montrer que quelque chose d'autre existe. Et deuxièmement, il faut s'adresser directement au peuple russe pour lui dire, écoutez, contrairement à ce que vous disent vos dirigeants, nous ne sommes pas vos ennemis. Bien au contraire, nous aimerions tellement pouvoir assurer la sécurité et la coopération économique sur tout le continent européen en concluant des accords en ce sens avec vous, mais malheureusement, vos dirigeants se comportent si mal que nous n'y arrivons pas, que nous ne le pouvons pas, mais le jour où nous le pourrions, sachez que ce serait notre vœu le plus cher. Et puis il faut tabler sur l'évolution sociologique de la société russe et un jour peut-être déjà d'ailleurs, de la société chinoise. Ce qu'on appelle les jeunes urbains en Russie sont comme dans tous les pays du monde aujourd'hui, du monde développé ou en développement, en ce sens qu'ils aspirent à la liberté, qu'ils aspirent à la démocratie, qu'ils aspirent au respect de l'état de droit. Et regardez qu'aujourd'hui, si les résultats n'étaient pas truqués, toutes les grandes villes de Russie seraient aux mains de l'opposition, comme les 10 plus grandes villes de Hongrie sont passées aux mains de l'opposition, comme la municipalité de Varsovie est aux mains de l'opposition. Et on pourrait multiplier les exemples, comme la municipalité, par exemple,
d'Istanbul, en Turquie, est aux mains de l'opposition et non pas de M. Erdogan. Alors voilà ce sur quoi il faut tabler. L'exemplarité, l'évolution sociologique et l'aspiration à ces valeurs universelles et non pas européennes, que sont les droits de l'homme et la liberté d'une manière générale. Merci Bernard Guetta d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Merci à vous. Que fait l'Europe dans notre quotidien? Les droits des consommateurs. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Votre nouvelle paire de chaussures ou votre veste achetée sur Internet ne vous va pas ou ne vous plaît pas, eh bien, vous avez le droit de renvoyer votre commande. En effet, si vous avez acheté des produits en ligne, ou bien par téléphone, ou par correspondance, vous avez le droit de les renvoyer. Vous n'avez pas à vous justifier. Et oui, vous avez tout simplement le droit de changer d'avis. Il faut renvoyer ces produits dans un délai de 14 jours et demander à être intégralement remboursé. Le délai de 14 jours démarre à partir du jour où vous recevez votre commande. Il existe naturellement quelques exceptions. Le délai de réflexion ne s'applique pas pour les places de concert, des billets d'avion, des produits alimentaires ou fabriqués sur mesure. Sachez par ailleurs qu'il existe une garantie légale gratuite de 2 ans pour tous les produits, que vous les ayez achetés en ligne, par correspondance ou dans un magasin. Cette garantie, vous pouvez la faire valoir même si le commerçant ou le fabricant affirme que son produit n'est garanti que 1 an. Une garantie commerciale ne remplace pas la garantie légale de 2 ans. Ainsi, dans toute l'Union européenne, si vous achetez un produit qui se révèle défectueux, qui ne fonctionne pas ou qui ne correspond pas à sa description, le commerçant est tenu de le réparer, de le remplacer, de le rembourser ou de vous accorder un rabais. Les expressions populaires, être très connu, les Français disent être connu comme le loup blanc, les Néerlandais disent être connu comme le chien multicolore. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Au Portugal, on dit ser mais conhecido que o pape, ce qui signifie être plus connu que le pape. En Italie, on dit essere conosciuto come l'erba bettonica. Cela signifie être connu comme l'herbe labétoine. En Espagne, on dit ser más conocida que la Pepita en su barrio, être plus connue que Pepita dans son quartier. Zone Europe, c'est terminé. Merci beaucoup aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.